Ah, mais non. Ah, mais non. Mais... c'est pas du ninjutsu, ça. Non, non. Ah, non. Non, c'est du langage des signes, en fait. Ah, mais oui. Parce que vous voyez, en fait, avec ça, non seulement j'ai plus de respiration, et en plus de ça, on est sourd. On n'entend rien. C'est pour ça, en fait, depuis tout à l'heure, voilà. Voilà. Pourquoi je fais cette vidéo? Ah oui, la review du chapitre 817. Raizo de la brume, enfin parmi nous. Depuis le temps qu'on attend celui-là quand même. Oh là là. Mais je ne suis pas déçu les amis, je ne suis pas déçu. Oh non. Non, ce personnage est vraiment cool. Franchement, dès qu'on l'aperçoit, on se dit... il est tellement grotesque, il passe tellement pas inaperçu, c'est tellement pas un ninja d'apparence que c'est un personnage super génial. Et assez original du coup, c'est ça le truc. Donc les amis, c'est parti pour la review du chapitre 817. Je vais commencer par un petit avant-goût, et oui, je vais vous poser directement la question, et aussi je vais répondre à ce que j'ai mis dans la miniature de la vidéo. Je ne crois pas que Raizo soit un ninja. Suspense. Pour moi, Raizo n'est pas un ninja. Et oui, parce que rien du tout. Vous allez attendre la fin de la vidéo pour que je vous dévoile cette théorie. Non mais oh. Interdiction de cliquer jusqu'à la fin. Non. Vous devez regarder la review d'abord. Voilà. Tac. Ah oui, et petit défi, je vais essayer de faire la review en mode ninja, mais j'en peux plus, j'en peux déjà plus. Donc bon bah allons rapidement au fait, hein, allons au point important. Premièrement, découverte de Raizo. Bon. Alors, bon, déjà, Raizo, la première chose qu'on remarque sur ce personnage, c'est qu'il n'a pas la forme qu'on attendrait de la part d'un ninja. Effectivement, il n'est pas fin, petit, ou comment dire, agile, discret, rapide. Non, il est plutôt petit, râblé, costaud, et avec une énorme tête comme ça, qui ne donne vraiment pas l'impression qu'il serait quelqu'un d'assez furtif. Il a une coiffure assez curieuse d'ailleurs qui me rappelle, je sais pas si vous vous rappelez de ce personnage, Gedatsu, qui était un des prêtres, un des 4 prélats de NR sur Skypiea, rappelez-vous de cet arc. C'était celui qui se battait avec des dials, des jets dials qu'il avait dans ses coudes, il donnait des super jets coups de poing, trop cool quoi, j'avais adoré ce truc là. Voilà. Oui, donc il a la même coiffure, donc je ne sais pas à quoi correspond cette coiffure. Est-ce qu'elle a un sens dans le Japon traditionnel? Si vous le savez, dites-le moi, ce serait très intéressant. Donc, il est assez hilarant parce que d'un côté, il est assez grotesque et il a vraiment pas de quoi impressionner en termes de design, mais il est vachement balèze. C'est ça qui est extrêmement hilarant et complètement absurde. C'est qu'il est fort ce con. En fait, c'est un vrai ninja. C'est un vrai ninja, les mecs. Le gars, il balance des shurikens, il fait des jutsu de fumée, de trucs, de machin. C'est complètement ouf. Le gars, il disparaît, il fait des clones, il fait des clones de lui-même. Oh là là, il dit nin. Ah oui. Oui les amis, car comme le dit Francky, tous les hommes, sans exception, au moins que vous ne soyez pas un vrai homme en vous, tous les hommes sont obsédés par les ninjas, aiment les ninjas. Voilà. C'est tout. Qu'est-ce que vous voulez que je dise après ça? Il y a un ninja dans One Piece, un vrai ninja qui fait des jutsu. Bon, je vais arrêter de faire mon Franky et de faire mon Luffy et compagnie, et je vais aller plus avant dans la review. Bon, alors, donc il y a eu bon, alors moi je connais pas très bien Naruto, hein, pour être honnête. Hein. Allez-y, lancez-moi des tomates, allez-y, lancez-moi des trucs, parce que je viens de faire tout un apogée des ninjas et je n'ai pas regardé Naruto. C'est vrai, je n'ai pas lu Naruto, je n'ai pas regardé Naruto, mais ça ne veut dire que je ne le ferai jamais. Donc, ah tiens, d'ailleurs, les fans de Naruto, faites-moi des messages d'encouragement pour lire Naruto. Dites-moi enfin, pour ceux qui aiment Naruto, hein, dites-moi pourquoi je devrais me lancer dedans. Enfin, je sais un petit peu, hein, je sais que c'est vraiment, que c'est pas trop mal, et que ça fait partie du Big 3, hein, du Big 3, très très connu, bon bref. Et donc cet hommage à Naruto, bah déjà effectivement il y a le côté un peu ninja, hein, tout ce qui est l'univers des ninjas, qui évidemment le monde de Naruto, hein. Mais également, et ça je ne le savais pas, mais j'ai regardé plein de miniatures qui les mettaient entre les deux, c'est que Raizo en fait avait la même position que Jiraiya. Alors Jiraiya je le connais un peu comme personnage, je connais quand même pas mal, enfin je connais de loin quand même les personnages de Naruto.
Et effectivement, a priori, en fait, il a la même posture que Jiraiya. Enfin, apparemment, c'est une posture que Jiraiya a souvent. Donc voilà, donc il y a un hommage évidemment de Oda à Kishimoto, hein, c'est assez évident. Et je trouve que c'est plutôt bienvenu parce que c'est vrai que les deux étaient, fut un temps, les deux énormes mangas. Après, évidemment, l'ère Dragon Ball. Puis il y avait Bleach aussi. Donc voilà, donc très bienvenue. Merci Oda, c'est très intéressant. Et c'est toujours bienvenu les petits hommages comme ça. Alors ma théorie sur Raizo et vraiment Ninja, bon, ce sera à la fin de la vidéo. Donc restez connectés et attendez la fin de la vidéo. Deuxième chose les amis, découverte d'un poneglyphe. En plus de ça, un poneglyphe rouge. Alors évidemment on est dans un endroit qui s'y prête pas mal parce qu'effectivement c'est une sorte de relique sacrée, hein, une sorte de détenteur d'un savoir, d'une connaissance, d'une période historique sacrée. Donc ça fait beaucoup de sens qu'on retrouve un poneglyphe sur une île qui a des milliers d'années, hein, une île un petit peu chelou en plus, qui est donc transportée sur le dos d'un éléphant. Donc bon voilà, je trouve que ça fait beaucoup de sens qu'il y ait un poneglyphe, vraiment je l'attendais. Et maintenant je trouve que ça fait énormément de poneglyphes. Je trouve que si on les réunissait tous, maintenant tous les poneglyphes, je rappelle que Jinbei est en train en a découvert un dans une mini-aventure. J'ai l'impression que maintenant les poneglyphes on les vend mais à bas prix, c'est hallucinant, et c'est la solde des poneglyphes. Enfin bref. Donc je trouve que voilà, bon, on devrait pouvoir trouver vraiment des informations très intéressantes. Il faudrait que Robin puisse les avoir tous. Rappelez-vous, il y en avait un à Alabasta. Est-ce qu'il n'était pas filler d'ailleurs celui-là? Je ne sais pas. En vrai, il y en avait un, il me semble qu'il y en avait un Skype. Bah bien sûr, il y en avait un Skypiea évidemment, avec celui de Gold Roger. Il y a d'ailleurs autre lien qui fait qu'il y a une relation entre Zou et Skypiea, bien évidemment. Et donc ce poneglyphe qui est rouge, eh bien, il est étrange. C'est à peu près tout ce que je pourrais dire. Je n'ai aucun moyen d'interpréter ça d'une quelconque manière. Je ne sais pas. C'est-à-dire qu'un poneglyphe qui serait différent des autres, une autre écriture, un moment important, plus important que un moment crucial. Si Robin peut le déchiffrer, ce serait plutôt cool. Et oui, c'est vrai qu'à Robin, j'aimerais maintenant qu'elle nous dise un petit peu plus avant ses conclusions sur sa lecture des poneglyphes. J'aimerais bien quand même qu'on passe du temps. À chaque fois, il y a Robin qui est là. Ouais, je sais lire les poneglyphes, je l'ai appris à Ohara. Ah, c'est génial, ouais, ok, je vais les lire. Tac, 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 tac. Ok, c'est bon. Et nous, on est là, on est. Oui. Et donc qu'est-ce que ça dit? Voilà, on est là comme des cons. Donc j'espère qu'un jour, on pourra remettre le puzzle en place et découvrir enfin le savoir sacré. L'ère perdue, l'époque oubliée, enfin bon bref, hein, vous connaissez tous l'énorme enjeu qui se cache derrière les poneglyphes. Pas vous le rappeler, ce serait de la perte de temps. Bon, donc ensuite on a un petit truc à dire quand même, c'est que Jack est vivant. Ah, big révélation, on s'en doutait vraiment pas. Évidemment qu'il était vivant, mais bon, ça fait... Je dis évidemment parce qu'on nous introduit pas un méchant et on ne le tue pas off-screen, sans jamais que le méchant soit apparu autrement que dans des flashbacks, ça n'a aucun intérêt, voilà. Donc c'était quasiment sûr qu'il allait réapparaître, même à 99% qu'il allait réapparaître. Donc on sait également qu'il est vénère, hein, on le voit déchirer son journal, le journal où évidemment on annonçait sa mort, ce qui prouve que vraiment là, Jack, il est énervé. Et en plus de ça, on aperçoit derrière lui une putain de flotte. Il a non pas un seul bateau avec le joli mammouth en guise de proue, mais il en a... je crois sur la page on en voit à peu près 5 ou 6 ou 4 ou 5, donc c'est assez conséquent. C'est un capitaine de Kaido et il a sa petite flotte personnelle. Je vous laisse imaginer la puissance de l'armée de Kaido, faut pas déconner. Bien. Est-ce que, alors question qu'on peut se poser, est-ce qu'il va revenir sur Zou pour finir son boulot et éclater tous les Mink? Je pense que non, je pense que ça ne ferait aucun sens. Je pense que Jack on l'a introduit pour un arc futur. Je pense que voilà, Jack c'est pour plus tard. À mon avis, je pourrais me tromper, mais voilà. Quatrième point à aborder, Momo, fils d'un daimyo. Et alors là, je me suis fait avoir. Dans la review précédente, j'ai dit mot pour mot, a priori, oui, le problème c'est que Momonosuke, on peut pas vraiment faire de théorie avec lui possiblement étant l'héritier du shogun de Wano, parce qu'on sait que c'est le fils de Kinemon. Or, non, on ne le savait pas. Enfin, on savait, mais c'était pas sûr. J'aurais dû remettre en question ça. J'aurais dû prévoir le coup que, voilà, peut-être c'était pas vraiment son fils, mais que c'était plus une couverture, puisqu'il était un domestique et qu'il était plutôt le garde du corps. Et évidemment qu'il allait pas dire oui c'est le fils du daimyo, allez-y, parce que c'est un enjeu très important. Un fils de noble dans le monde de One Piece, surtout avec Wano, qui est un pays si reclus, si important.
Eh bien, si indépendant également du gouvernement mondial, eh bien évidemment le fils d'un daimyo de Wano, c'est très important. Et donc heureusement ils ont caché son identité, c'était bien vu. J'aurais vraiment pu pouvoir, enfin j'aurais pu y penser, je n'y ai pas pensé, donc bon tant pis. Mais en l'occurrence, vous avez peut-être remarqué que j'ai dit fils d'un daimyo, et non pas du daimyo de là. Bon, tout simplement parce que dans le Japon médiéval, vous avez l'empereur, vous avez le shogun, et vous avez les daimyo, qui sont des gouverneurs provinciaux, qui sont des sortes de vassals, des fonctionnaires du shogun en fait, hein, et donc des vassaux tout simplement. Alors ce sont des seigneurs très puissants, hein, ce sont des seigneurs comme l'étaient les seigneurs à l'époque dans le haut Moyen-Âge, hein, enfin non, le Moyen-Âge, hein, donc les comtes, voilà, tout ça. Ce sont des sortes de comtes en fait, mais plus exactement des gouverneurs, dans la mesure où ce sont plus des fonctionnaires en fait. Mais ce sont des gouverneurs, donc ayant des attributs militaires, je suppose administratifs, tout ça, financiers, tout ça, bon voilà, les taxes, machin. Et ce sont en fait, de plus en plus, à l'époque, quand il y a eu beaucoup de conflits en fait, entre les shoguns et tout ça, eh bien, il y a eu beaucoup de mobilité entre les daimyo, et chacun essayait d'avoir un peu plus de puissance, tout ça. Là, on sait qu'il fait partie, Momonosuke est l'héritier de la famille Kugetsu ou Kozuki, comme on l'a eu, d'ailleurs c'est un autre nom, c'est assez bizarre. Maintenant on va dire Kozuki parce que je pense que tout ça c'était une erreur de traduction, donc on dira Kozuki. Et donc ce clan Kozuki est donc un clan de daimyo, et il doit être en conflit avec un autre clan de daimyo, ou peut-être plusieurs autres daimyo, et peut-être qu'il y a que Wano en fait subit une guerre civile entre plusieurs shoguns et que les daimyo doivent répondre à l'appel de leur shogun, ou peut-être que c'est une guerre interne entre daimyo, enfin bref, peu importe. Mais en tout cas, ce qui importe c'est que voilà, il y a cette hiérarchie daimyo, shogun, empereur, et que à mon avis, le grand chef de Wano le poste doit être vacant, ce qui pose problème justement, ce qui crée du conflit entre les daimyo, et ce qui évidemment fait de Momonosuke un enjeu très important de Wano. Donc, ensuite, qu'est-ce que je vais pouvoir dire? Oui, autre chose concernant Wano. Wano, on sait que c'est potentiellement un arc très intéressant pour Zoro. Or, on sait que Luffy est fortement tenté de quitter l'équipage pendant un moment pour aller rechercher Sanji. Or, qu'est-ce que c'est Zoro dans l'équipage? C'est l'épéiste, ouais d'accord, mais c'est surtout le second. Si Luffy s'en va, qui sera le capitaine? Qui sera celui qui mènera les Mugiwara? Enfin, évidemment, c'est pas Zoro tout seul, hein. Tout le monde participera évidemment à l'équipage, à la bonne marche de l'équipage. Mais ce que je veux dire, Zoro ira à Wano. À mon avis, c'est ce qui va se produire. Zoro ira à Wano. Et tandis que Luffy ira chercher Sanji. Et on aura peut-être deux arcs parallèles. Alors peut-être pas parallèles, ça risque d'être assez bizarre. Mais deux arcs intercalés. Avec d'un côté Zoro qui va à Wano pour régler l'affaire Momonosuke. L'affaire Kozuki, l'affaire avec les Mink, tout ça, blablabla. Et nous avons de l'autre côté Luffy qui ira à la Tea Party de Big Mom. Et nous aurons comme ça des conflits, des enjeux qui se résoluront chacun de son côté. Je pense que ça peut être très original parce qu'on n'a pas trop eu ça dans le manga pour l'instant. Quand on a eu des séparations, on suivait un personnage. On a suivi Luffy, ce qui était normal. Et les autres personnages, on avait des petits moments où on les voyait chacun sur leur île, hein, après que Kuma les a envoyés chacun dans une île respective. Et ensuite, on les voyait faire un peu leur truc. Mais surtout, l'histoire principale, c'est le tour de Luffy. Là, si c'est juste Luffy qui va à chez Big Mom et que c'est Zoro et qui va à Wano, c'est deux histoires extrêmement importantes. Donc il faudra les montrer précisément chacune. Et voilà, c'est très important. Donc voilà à peu près tout ce que je pouvais dire sur Wano. Ensuite, dernier point les amis. D'ailleurs, c'est également sur Wano en fait. Est-ce que Raizo est un ninja? Eh bien moi je vais vous le dire les amis, je ne crois pas que ce soit un ninja, un vrai ninja. Je ne crois pas que ce qu'il fait là, ces espèces d'écrans de fumée, ces clones et tout ça, ce soit dû à du ninjutsu. Et non. Qui on a eu comme samouraï dans le manga jusqu'à présent? Nous avons eu un premier samouraï, Kinemon, le renard de feu. Nous avons eu un deuxième samouraï, Kanjuro, la douche du soir ou la pluie du soir en fonction des traductions. Le troisième ninja s'appelle Raizo de la brume. Si vous connaissez la fameuse théorie d'Alpha Toulay 17 qui disait que potentiellement les pouvoirs élémentaires de Kinemon seraient liés à une théorie qui relierait en fait les 5 villages élémentaires. Je crois que c'était une théorie, d'ailleurs je crois que c'était une légende chinoise, hein, il me semble, à la base. Mais enfin bref.
Je pense, non, ça doit être japonais ou chinois, je ne sais plus. Mais enfin, l'idée c'est qu'en fait, je pense que les techniques élémentaires des membres de Wano que l'on a vus sont liées à leur surnom, à leur titre, de la brume, le renard de feu, la douche du soir, qui est liée à l'eau évidemment. Je pense d'ailleurs que Kanjuro, et je l'avais dit dans ma vidéo des épéistes, hein, a des techniques liées à l'eau, à mon avis, hein, et je pense que d'ailleurs son katana est son pinceau est un katana, un gros katana, un odachi si vous voulez. Raizu de la brume, on l'a vu faire quoi? Déjà il s'appelle de la brume, et on le voit spammer des techniques de fumée, on le voit ensuite faire des clones de fumée, à mon avis ce sont des clones de fumée, et on le voit ensuite balancer des shurikens qu'il appelle flower shuriken. Alors soit ce sont de vrais shurikens, auquel cas il aura quand même quelques petites techniques de ninja, soit, et donc là ça se réfère à ce qu'on a vu des autres samouraïs, enfin des samouraïs, des autres membres de Wano, les deux samouraïs, soit c'est lié à un pouvoir de fruit du démon. Car on sait qu'à chaque fois qu'on voit un membre de Wano, il a une technique, enfin un épithète lié à un élément et parfois même une technique élémentaire liée à cet épithète et une technique de fruit du démon qu'ils appellent magie. On pourrait très bien imaginer donc que Raizo n'a absolument aucune technique ou aucune capacité de ninja, mais que leur culture de ninja se réfère à leur fruit du démon et leurs techniques élémentaires liées à leur nom, et peut-être liées aux 5 villages. Alors peut-être que de la brume, c'est lié à l'air, si vous voulez. Ça pourrait être par rapport au visage de l'air, ou je ne sais pas quoi. C'est pourquoi je pense que toutes ces techniques de ninjutsu, fumée, machin, brume, ce sont tout simplement des techniques élémentaires. Après, je dis tout simplement, il va falloir nous expliquer. Il va falloir vous expliquer pourquoi. Mais regardez, on avait d'autres personnages qui avaient ce nom-là. On avait Jigoro du vent, et on a également Shiryu de la pluie. Ça fait beaucoup quand même, ça fait beaucoup de personnages qui sont des épéistes et qui ont des épithètes liées à un élément. Là on a un troisième membre de Wano qui n'est pas un épéiste, a priori on ne sait pas encore, et qui a un nom lié à un élément, et qui a des techniques liées à ce même élément. On l'a pas vu spammer des techniques de feu. Si jamais il fait ça, ma théorie tombera à l'eau. Mais pour l'instant, s'il ne fait que des techniques liées à la fumée et à la brume, pour moi, ce n'est pas un vrai ninja. C'est simplement un maître dans l'art de maîtriser un élément en particulier. Et je pense que nous apprendrons un petit peu la vérité sur tout ça, sur toutes ces techniques élémentaires, quand nous irons à Wano, et je dois vous dire que j'ai vraiment hâte d'en connaître un peu plus là-dessus. On pourrait également savoir si des mecs comme Fossa ou Magai, qui étaient deux capitaines des alliés de Barbe Blanche, non d'ailleurs Fossa était un capitaine de Barbe Blanche, qui avaient chacun respectivement une épée de feu et l'autre une épée de foudre, d'électricité, est-ce qu'ils ont hérité de ces techniques de Wano, ou est-ce que c'est des dials ou d'autres choses? Mais on pourrait très bien imaginer que ce sont des techniques élémentaires de Wano. Donc voilà les amis, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire sur ce chapitre. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review. Ou d'ailleurs non, je crois que je pourrais uploader ma vidéo théorie sur les Zoan mythiques. Ça fait tellement longtemps que j'ai dit qu'il fallait que je la fasse, qu'il fallait que je la fasse, oui c'était français. Et bien voilà, je crois pouvoir vous dire que je pourrais la libérer, enfin, dans peut-être 1 ou 2 jours. Voilà les amis, je vous dis à la prochaine.